Bonjour, merci beaucoup. Mais vous avez oublié quelque chose, non? Le deuxième rêve. Oui, le deuxième rêve. Quel peut être le premier rêve pour un jeune Parisien depuis tout petit? Évidemment, le premier rêve, c'est Dream Bigger. Si je peux avoir juste l'écran. Ouais, quand même avoir quelque chose, un rêve un peu plus grand, c'est d'avoir enfin le PSG champion d'Europe de la Champions League. C'est effectivement mon rêve et c'est d'ailleurs le titre, le slogan utilisé par le PSG, Dream Bigger. On peut avoir d'autres rêves. On peut avoir d'autres rêves et lorsqu'on est en charge de l'innovation, on peut se poser la question dans quelle mesure est-ce que les innovations que l'on fait aujourd'hui sont responsables pour le monde de demain. C'est un peu compliqué de considérer le monde de demain à l'aube de l'innovation parce que l'innovation, c'est avant tout une somme d'incertitudes. Nous ne savons pas quelles vont être les conséquences des innovations. Et donc nous devons essayer, autant que faire se peut, de les anticiper, ces conséquences des innovations. On va les anticiper selon 3 axes que je vais partager avec vous. Le premier axe, c'est devons-nous toujours répondre aux besoins des individus? Vous savez, il y a quelques années ici à l'ESSEC, il y avait un étudiant brillant qui avait lancé un site internet qui s'appelle faitmesdevoirs.com. Vous savez, l'idée c'était de dire, quand je rentre chez moi, pour les lycéens notamment, lorsque je rentre chez moi, je vais mettre sur le site internet mon problème avec quelques euros, 5, 10 euros, 15 euros, et le soir, je vais récupérer l'ensemble de mon devoir réalisé par quelqu'un. Est-ce que l'on doit toujours répondre aux besoins des individus? Quel était le sens de faire mes devoirs par quelqu'un d'autre? Cette question-là est d'autant plus importante que l'on peut se poser la question sur les iPhones, les iPods. Vous savez combien de générations il y a eu d'iPod en 10 ans, de 2001 à 2011? Il y a eu 20 générations d'iPod. Ce n'est pas franchement de l'innovation, c'est plus proche de l'inondation que l'innovation en tant que telle. La question, évidemment, c'est les individus qui l'ont demandé. Ils ont voulu une caméra à l'intérieur, ils ont voulu une photo à l'intérieur, ils ont voulu plus petit, plus gros. Est-ce que l'on doit toujours répondre aux besoins des individus? Un autre exemple significatif, avec une des premières publicités concernant l'air conditionné dans les véhicules. En 1969, c'était inventé en 1954, l'innovation de l'air climatisé. En 1969, vous avez 60% des voitures qui vont sortir avec la climatisation à l'intérieur des voitures. En 2009, 100% des voitures aux États-Unis sortent des garages, des usines avec l'air conditionné à l'intérieur. Vous avez un impact direct de 15% de CO2 dès lors que vous utilisez la climatisation dans votre véhicule. Aujourd'hui, nous connaissons directement l'impact de la consommation de CO2 avec le véhicule. Est-ce que l'on doit mettre l'air conditionné dans les véhicules, par exemple en Europe du Nord, par exemple dans des pays où nous n'en avons pas besoin? C'est la première question que l'on doit se poser. Doit-on toujours répondre aux besoins des individus? La deuxième question que l'on doit se poser, lorsque vous êtes dans une start-up, lorsque vous êtes innovant, mesurons-nous toujours les conséquences directes de nos innovations envers les utilisateurs? Lorsque vous utilisez une innovation, dans quelle mesure il y a un impact sur vous, sur votre corps, sur votre santé, sur le système politique tel qu'il peut y être par exemple? L'exemple ici, c'est le Wi-Fi. Nous ne connaissons pas avec précision quel est l'impact exact du Wi-Fi sur notre corps, sur notre organe, sur notre corps, lorsque vous mettez un téléphone portable, l'ensemble des ondes. Vous ne les connaissez pas et dans le même temps, vous les utilisez en permanence. La question pour l'innovateur, c'est quelles conséquences directes cela va avoir? Cette question-là, d'ailleurs, peut se poser avec Facebook, un site internet qui, a priori, est anodin. Vous pourriez me dire, l'impact direct, ça peut être les publicités que je peux recevoir. Mais prenez en compte ce qui se passe autour de Prism, autour de la NSA, etc. Et plus exactement, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec IBM. Et le rôle qu'a joué IBM dans la déportation. Parce qu'ils avaient collecté un nombre de données considérable, ils ont aidé la déportation de personnes d'une certaine religion, des personnes handicapées. Cette question-là, elle impacte direct sur les utilisateurs à chaque fois que vous allez sur Facebook. La troisième dimension, la troisième question, c'est évidemment, est-ce que l'on mesure toujours les conséquences indirectes de nos innovations? À l'évidence, vous avez les impacts directs lorsque vous utilisez Facebook, utilisez votre téléphone portable, et vous avez des conséquences indirectes de vos innovations. Cet exemple, évidemment, est très célèbre avec l'imprimante 3D. Vous savez qu'avec l'imprimante 3D, nous pouvons à la fois imprimer
des organes génitaux pour des personnes, des bébés, comme c'est le cas actuellement en Inde. Vous pouvez imprimer un nombre considérable de choses à l'autre bout de la planète, mais comme vous pouvez, avec ce jeune Américain qui a réussi à imprimer un revolver qui fonctionne très bien et qui a forcément un impact, non pas sur celui qui va utiliser l'imprimante 3D, mais sur le reste de la société. Un dernier exemple, c'est évidemment ces fameuses chaussettes japonaises avec des nanotechnologies à l'intérieur. Lorsque vous utilisez les chaussettes, elles ont tout un tas de qualités confortables, rafraîchissantes pendant toute la journée, sauf que dès que vous lavez les chaussettes, l'ensemble des nanomatériaux partent dans les eaux usées. Les eaux usées qui rentrent évidemment dans l'ensemble de l'écosystème. Et cet écosystème, c'est votre corps. À chaque fois que vous allez utiliser un produit, un textile avec des nanotechnologies, il y a des conséquences directes sur l'ensemble de votre corps, comme il peut y avoir sur l'ensemble de l'écosystème. Ainsi, ces trois questions, qui sont, est-ce que l'on doit toujours répondre aux besoins des individus? Quels sont les impacts directs de nos innovations et quels sont les impacts indirects de nos innovations sont évidemment déterminantes. À quel endroit se trouve la solution? La solution est juste derrière, ici. La première page de Winnie l'ourson. Vous avez certainement déjà vu Winnie l'ourson. La première page, le premier mot, c'est celle-ci. Je vous présente Édouard qui, chaque instant, descend les escaliers, tac, tac, pour aller prendre son petit déjeuner. Et chaque matin, le petit garçon descend les escaliers pour aller prendre son petit déjeuner. Si le petit garçon ne va pas prendre son petit déjeuner, il va mourir, parce qu'il a besoin de nourriture pour se développer. Toutes les organisations ont besoin d'innover pour pouvoir se développer. Elles ont toutes besoin d'avoir de nouveaux produits, de nouveaux services. Simplement, le petit garçon, il peut très bien y aller avec son petit ours, sans l'abîmer, s'il le prend dans les mains, s'il le prend dans les bras, s'il le met sur ses épaules. Et aujourd'hui, l'innovateur doit comprendre que derrière lui, quand il va tous les jours pour innover, il a la planète derrière lui. Il a les citoyens derrière lui, il a les systèmes politiques derrière lui. Cette question-là doit nous donner la question d'une nouvelle méthode pour innover. Ce qu'on a appelé the Dream Method, le Design Responsible Innovation Management. Un processus d'innovation aussi simple que celui-là, c'est le processus classique d'innovation tel que chacun d'eux le connaît, aujourd'hui doit mettre en perspective à la fois ce que je vous ai montré, est-ce qu'on doit vraiment répondre à ce besoin des individus, quels sont les impacts directs, les impacts indirects. Et ces questions-là, tout autour du processus, on va créer des hypothèses. Quelles vont être les conséquences sur le marché, les impacts directs, les impacts indirects, et spécifier les hypothèses en permanence. À l'évidence, celui-ci ne doit pas être à la place de ce que vous connaissez, le système développé par Gro Harlem Brundtland en 1987, le rapport du développement durable. Et dans chacun des axes, vous voyez très rapidement ici, simplement pour l'exercice, l'ensemble des critères entre l'écologique, l'économique et le social. Et ces critères-là rentrent pleinement dans le processus d'innovation. Enfin, et c'est pour finir, lorsque l'on a un processus d'innovation, c'est comme Matisse le montrait en 1905 avec ce tableau qui sont les trois baigneuses. Vous savez que les trois baigneuses, c'est essayer de comprendre quelque chose que nous ne connaissons pas. Vous avez toujours trois attitudes. La première attitude, face à quelque chose que vous ne connaissez pas, vous vous repliez sur vous. La deuxième attitude, vous êtes neutre, passif. C'est celle-ci, la deuxième. La troisième attitude que vous pouvez avoir face à quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est la troisième. Je vais aller apprendre quelque chose. Le processus d'innovation responsable, c'est celui-ci. C'est se dire, il y a de la responsabilité tout autant que de la nouveauté, et je dois essayer de mêler les deux à comprendre. Merci beaucoup.